On va continuer donc dans l'aventure et le chemin de l'analyse transactionnelle, parce que moi, je trouve que c'est un chemin absolument passionnant. On va donc parler des transactions. Effectivement, Berne, donc, après avoir mis en lumière les états du mois, les états fonctionnels du mois, donc ce qu'on a vu dans les deux vidéos précédentes, il va maintenant, j'allais dire, s'intéresser un petit peu plus à la relation, mais tout en approfondissant finalement la connaissance de soi. Allez, je vous partage mon écran. Euh, tac. Donc, Berne a découvert que les transactions étaient au cœur de l'analyse transactionnelle. Enfin, c'est logique. C'est comme ça qu'il l'a appelé d'ailleurs. En fait, il a trouvé ça en observant ses patients. Il a remarqué que la thérapie ne se jouait pas seulement à travers les mots, mais à travers la manière dont deux personnes échangent. Et je vous le dis souvent parce que c'est vraiment le cœur, pour moi, hein, de la psychothérapie, vraiment, c'est d'étudier, d'analyser, non pas ce qui se passe pour votre client ou votre patient, mais ce qui se passe dans la relation. C'est vraiment le plus important. C'est comme ça que je parle toujours, pour moi, de la thérapie du lien. D'ailleurs, on le voit dans la formation, la thérapie du lien et des mondes relationnels, parce que c'est vraiment le lien qui est au cœur de tous les échanges, de tout ce que l'on va vivre, de toutes les réparations ou au contraire les conflits qui vont être figés. Alors donc, on va parler de transactions ici pour désigner les échanges d'énergie psychique entre deux individus. Chaque mot, regard, silence ou geste devient une réponse à l'état intérieur de l'autre. C'est pour ça que je vous le dis très souvent, en thérapie, ne mettez pas un bureau entre vous deux, entre vous et votre client. Ne vous mettez pas face à face à votre interlocuteur. Déjà, bah, je trouve que c'est assez compliqué pour l'autre de devoir parler vraiment en face à face. Mettez-vous toujours de manière à pouvoir avoir une vision périphérique. Pourquoi? Parce que cette vision périphérique, elle va vraiment favoriser votre observation et surtout l'observation du langage corporel, qui est très très importante. Donc, Berne dit chaque fois qu'une personne s'adresse à une autre, il se produit une transaction. Bon, là, rien de nouveau sous le soleil. C'est une évidence pour nous et pour tout le monde aujourd'hui. Cela dit, les transactions, elles vont permettre de mesurer la qualité d'un lien. Car non seulement, et ça c'est hyper important, ces trois petites phrases-là, je trouve qu'elles résument le tout, ça va révéler ce qui parle en nous. Est-ce que c'est le parent, l'adulte ou l'enfant? À qui s'adresse-t-on chez l'autre et ce qu'on cherche inconsciemment à obtenir. Reconnaissance, sécurité, pouvoir et affection. Parce que tout se passe dans le jeu relationnel. Alors, parfois c'est conscient et parfois c'est inconscient. On ne peut pas toujours, je pense notamment à la partie parent normatif qui, de par les biais des apprentissages, va de manière automatique s'adresser à l'autre, parfois en parent normatif, sans être conscient qu'il est parent normatif. Donc, mais ces trois phrases-là, elles sont hyper importantes parce que ça vient vraiment signifier la transaction en trois phrases très très simples. Donc, c'est ce décryptage qui donne à l'analyse transactionnelle sa dimension. Elle ne se contente pas d'analyser la pensée, elle analyse la relation vivante. Et c'est en ça que Berne est, je trouve, extrêmement contemporain, parce que il ne s'est pas contenté d'analyser la psyché de la personne. Il s'est en fait, et c'est là que le rôle du thérapeute change finalement, parce que du coup, lui-même devient actif dans la transaction. Lui-même, comme je vous dis souvent, les patients ou les clients rejouent en thérapie ce qu'ils jouent à l'extérieur. Et là, on est vraiment au cœur de tout ça, puisque c'est ce qu'on va observer. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va mettre en évidence. Et vous allez voir le pouvoir de l'analyse transactionnelle par rapport à tout ça. Donc, euh, ce que la personne va jouer avec vous, c'est ce qu'elle joue à l'extérieur. Du coup, ça va vous donner
des billes vraiment pour pouvoir l'accompagner et mettre en lumière certains comportements conscients ou inconscients, certaines croyances conscientes ou inconscientes que l'on va pouvoir travailler chez la personne. Donc, on va parler du stimulus. Le stimulus, c'est ce que l'un dit, fait ou montre, et on va avoir une réponse, ce que l'autre dit, fait ou montre à son tour. Donc, c'est une micro-boucle d'échange qui constitue l'unité fondamentale de toute communication. Bon, je vous ai mis un exemple. Tu as pensé à fermer la porte. Donc, voilà, une phrase simple. Ah mince, non, j'y retourne. Ici, on est dans un stimulus on va parler de questions factuelles. La réponse est adaptée. On est dans une transaction d'adulte à adulte qui est fluide et équilibrée. Vous voyez, il n'y a pas de jugement, c'est du fait. Tiens, est-ce que tu as pensé à fermer la porte? Il n'y a pas de reproche caché. Il n'y a pas de... Et la personne répond, c'est-à-dire que quand on a posé cette question en mode adulte, tiens, est-ce que tu as pensé à fermer la porte? Euh, L'autre va répondre, ah tiens, non, mince, j'y retourne. Vous voyez que là, on est dans quelque chose qui est plutôt stable émotionnellement, c'est fluide, c'est équilibré, il n'y a pas de ressentiment, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de jeu de pouvoir, il n'y a rien de tout ça. Voilà ce qu'est un échange simple. Mais bien entendu, souvent, c'est pas si simple et on pourrait reprendre exactement ces deux mêmes phrases, en tous les cas la première, et il suffirait d'ajouter une dimension différente au ton, à la voix ou au langage corporel pour que ça change tout de suite la réponse de l'autre. Alors, on va juste faire un petit rappel. Donc, les trois états du moi, hein, n'oubliez pas, le parent, c'est l'héritage des figures d'autorité. Il donne des règles, il protège ou il juge. Donc, il va être dans les il faut, tu devrais, fais attention. L'adulte, il va rester factuel, rationnel dans le présent. Et il va aussi être distancié des émotions. Hein. Il peut les décrire, il peut en parler, mais il ne va pas baigner dedans. Le langage, ça serait quelles sont les options, comment faire autrement, est-ce qu'on peut en se poser pour en parler, laissons passer l'émotion et on va revoir plus tard comment on peut gérer tout ça. Voilà, ce sont vraiment des postures d'adultes. Et l'enfant, quant à lui, bah, il baigne dans les émotions, mais aussi dans les désirs, les créativités, les peurs. J'ai envie, c'est pas juste, j'ai peur, c'est vraiment tout le lexique en lien avec les émotions. Notons quand même, là c'est pas remis dans le tableau, que les parents et les enfants, enfin la partie parents-enfants fait partie du passé, seul l'adulte est dans l'instant présent. Voilà. Bien entendu, tout dépend du contexte et de la souplesse avec laquelle on les utilise. Alors, pourquoi transactionnel? Parce que chaque interaction met en jeu ces trois voies, chez soi et chez l'autre. Et la qualité d'une relation, elle va dépendre de l'accord ou du désaccord entre elles. L'analyse transactionnelle permet donc de repérer depuis où je parle, à qui je parle en toi, et qu'est-ce que cela va créer entre nous. C'est ce qu'on reprend, ce qu'a repris d'ailleurs Erickson avec les trois O. Observer, observer, observer. Sous-entendu, j'observe ce qui se passe en moi, j'observe ce qui se passe chez l'autre et j'observe ce qui se passe dans le nous entre les deux. Euh, Moi, j'ai davantage appris ce qu'on appelle la nouité. Euh, J'adore ce mot. La nouité, c'est vraiment le nous. En thérapie, vous avez cette nouité qui est très, très importante et qui est certainement, en tous les cas, aujourd'hui, un héritage de l'analyse transactionnelle. Donc, on va voir les trois grands types de transactions. Donc, il en distingue trois formes principales. Les transactions qu'on va dire complémentaires, c'est là où la communication va circuler. Les transactions croisées, où on va venir briser la communication. Et les transactions cachées, c'est-à-dire que la communication se joue sur deux niveaux, entre le visible et l'implicite. Tiens, ça vous rappelle rien, ça? Rappelez-vous, quand on a parlé de l'anamnèse. L'anamnèse, qu'est-ce qu'on va chercher chez un patient ou un client?
on va chercher l'objectif implicite, c'est-à-dire ce qu'il ne nous dit pas. Parce qu'au départ, il va arriver avec un objectif explicite. Pardon. Je viens vous voir parce qu'en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, j'arrive plus à dormir. Ok, très bien. Et puis finalement, vous voyez, ça, c'est une forme de communication cachée. Bien sûr, si vous ne dormez pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas derrière. Et on va y venir. Qu'est-ce qui fait que vous ne dormez pas en ce moment? Ben, voilà, j'ai appris que j'allais être licenciée. Ok, vous voyez, on va déjà dans l'implicite. Là, ça y est, on commence à avoir une raison, quelque chose. Et c'est ça dans les transactions cachées, c'est qu'on ne va pas dire tout de suite ce pourquoi on est en train de communiquer ou le fond caché de ce qu'on est en train de communiquer. Alors, eh bien, ça crée forcément des malentendus, ça utilise l'ironie. Enfin bref, vous allez voir, on va le regarder un petit peu plus loin. Donc la transaction complémentaire, elle vient de l'état du moi attendu. C'est-à-dire que vous avez, si on reprend le parent, l'adulte et l'enfant, il va communiquer avec un autre état du moi de l'autre interlocuteur et il va communiquer avec la bonne personne, enfin, la bonne partie, si je veux dire, et la réponse attendue va être celle-ci. D'accord? Alors, c'est pas pour ça qu'elle est saine et fluide, parce elle peut être vraiment parfois problématique et entretenir la problématique. Mais on va prendre un exemple, alors pas celui qui est là, mais admettons, on reprend l'exemple que je vous ai dit tout à l'heure. Tiens, en fait, tu as pensé à fermer la fenêtre? Donc, je m'adresse à mon interlocuteur en allant solliciter son côté adulte. Moi, je parle en tant qu'adulte et je vais solliciter son enfant adulte. Et il me répond, ah non, c'est vrai, je vais aller voir, je vais aller voir, je vais aller vérifier. OK. Donc, je parle en tant qu'adulte, je m'adresse à la partie adulte de l'autre et à l'état adulte, et je m'attends à ce qu'il me réponde de cette manière. Et c'est ce qui se passe. Du coup, on est dans une transaction complémentaire, c'est-à-dire que la communication est fluide et plutôt agréable. En tous les cas, il n'y a rien qui se joue ici à ce moment-là. Maintenant, on va voir des autres exemples. Par exemple, on va prendre une transaction complémentaire qui serait saine. Donc, un adulte qui s'adresse à un autre adulte en lui disant: est-ce que tu peux me passer le dossier? L'autre répond: oui, oui, je te l'apporte tout de suite. Communication claire, respectueuse, fonctionnelle. Il n'y a pas d'interprétation. On est vraiment dans un cas, voilà, classique de communication entre deux personnes. Ensuite, on va prendre la transaction complémentaire, mais en mode rigide. Alors, on pourrait même rester sur le même exemple, hein. Je vous en ai mis un autre, mais on pourrait par exemple rester là. Bon, je t'avais demandé déjà de m'apporter le dossier. Vous voyez, on va déjà passer en parent normatif qui voilà, va commencer à donner des ordres. Et la réponse, c'était oui, bah, c'est bon, je sais ce que j'ai à faire, qui pourrait être du coup l'enfant rebelle. Alors là, on serait dans une communication complémentaire parce que quand le parent normatif dit je t'avais déjà dit de m'apporter le dossier, il est déjà dans le jugement, la critique et il donne un ordre, et du coup, il s'attend à ce que ce soit souvent l'enfant rebelle ou l'enfant soumis. Alors peut-être, c'est peut-être pas un bon exemple que je vous donne, je vais vous perdre, je suis désolée, je vais garder mes exemples. Admettons donc un parent normatif. De toute façon, aujourd'hui, les enfants sont mal élevés. Il va s'adresser à un autre parent normatif qui va dire: ah bah de toute façon, c'était pas comme ça de notre temps. Allez hop, c'est parti, et on va blablater sur oui, les jeunes d'aujourd'hui, et nanana, et nanana. Donc, on a deux parents normatifs qui fonctionnent très très bien ensemble et qui vont pouvoir communiquer dans une transaction complémentaire, mais on va voir qu'elles sont fermées parce qu'elles vont se conforter mutuellement dans une croyance négative. Voilà. Mon exemple est beaucoup mieux. Ensuite, on a la transaction complémentaire hiérarchique. Le parent qui dit à l'enfant: range ta chambre. Donc, il s'attend, là, il est en tant que parent normatif, et il va s'attendre à une réaction d'enfant adapté, soumis. Et c'est ce qui va se passer. L'enfant va dire: oui, j'y vais tout de suite. Bon, ça, c'est que dans les exemples, hein, parce que dans la vraie vie, c'est pas, ça déclenche plutôt l'enfant rebelle. Vous voyez, c'est intéressant hein, quand on veut aussi conseiller les parents.
pour travailler la relation avec leurs enfants, vous pouvez vraiment, vraiment vous servir de tout ça pour faire de la psychoéducation au niveau de vos clients, pour vraiment leur enseigner tout ça. Donc, la communication passe, mais il reste un déséquilibre. Un autre ordonne, l'autre obéit. Il faut savoir que dans la majorité des cas, le range ta chambre va se finir par oui, mais non, mais là, j'ai pas le temps. Oui, mais non, mais là, je dois faire quelque chose. Oui, mais non, mais là, j'ai des devoirs à finir. Oui, mais non, mais là, je vais voir un copain. Oui, mais j'ai pas fini mon jeu vidéo. Ça va souvent déclencher de l'enfant rebelle. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est que le parent reste en parent normatif. Il ne pense pas des fois à utiliser le bon mode de communication parce que de manière implicite, on lui a appris que le parent, c'était lui qui commandait, c'était lui qui donnait les ordres. Alors, souvent, un parent, eh bien, reste toujours dans la même posture, alors que parfois, il a vraiment à y gagner en changeant de posture et en allant, par exemple, dans quelque chose qui va être un petit peu plus ouvert. On pourrait être dans le parent, par exemple, nourricier. J'ai vu que ta chambre ces derniers temps était assez en désordre. Euh, Est-ce que tu as besoin d'aide ou est-ce qu'il y a un moment où tu as décidé de l'arranger? Parce que j'imagine que tu ne dois pas être très bien dans cette chambre. Oui, ça va déjà désactiver l'enfant rebelle et peut-être permettre à l'enfant libre de se manifester. Donc, la communication passe là, mais elle reste déséquilibrée. Ensuite, on a ce qu'on... Alors, vous voyez, la transaction complémentaire, c'est-à-dire que c'est attendu, hein. Si je me considère, par exemple, à ce moment-là, en parent normatif et que j'ai une réponse d'enfant, eh ben, c'est OK. C'est vraiment à cette partie-là que je m'attendais. Si je suis adulte, que je m'adresse à un autre adulte et qui me répond en mode adulte, c'est OK et ça va être sain et ça va être plutôt chouette. Alors, la transaction croisée, elle apparaît quand la réponse ne vient pas de l'état attendu. Les flèches se croisent et la communication se coupe. Je vais vous donner un exemple, parce que je crois que le mieux, c'est d'avoir des exemples, parce que sinon, on s'y perd très, très vite. Par exemple, un adulte qui s'adresse normalement à un autre adulte, tiens, t'es où ce matin, je t'ai cherché. Et l'autre répond en enfant rebelle. Bah, t'es de la police ou quoi? Voyez, l'un voulait dialoguer et l'autre s'est senti directement accusé. C'est-à-dire qu'il y a une interprétation de la personne, de l'interlocuteur, en pensant, ça y est, je suis jugé, il se passe quelque chose, je vais donc me rebeller. Alors que peut-être que l'adulte voulait simplement dire, ben voilà, je t'ai cherché, ça peut être factuel, tu étais où ce matin, dans le sens, je veux donner le dialogue avec toi. L'autre aurait pu répondre, écoute, s'il avait été adulte, euh, j'ai pas vraiment l'intention de te dire où j'étais, mais écoute, oui, oui, si tu m'as cherché, j'en suis désolée, la prochaine fois, on fonctionnera autrement. Ça serait une réponse d'adulte, voyez? Donc, l'un veut dialoguer, l'autre s'est senti accusé. On est donc dans un adulte qui normalement s'adresse à un adulte, et qu'est-ce qui se passe? C'est l'enfant rebelle qui répond à l'adulte. D'accord? Ce qui va potentiellement, si on continue la discussion, amener le premier interlocuteur qui demandait où il était à modifier sa position d'adulte et à dire, bah écoute, non mais c'est bon, je fais juste que te poser une question, hop, pas en normatif. Eh oui, vous voyez, c'est des histoires de posture en fait, hein. Si je réponds par la rébellion, il y a de fortes chances que mon adulte, hop, il monte et il aille en parent normatif. Un autre, une autre transaction croisée, un parent, donc là, le mode parent, tu pourrais me prévenir quand tu rentres tard. Et là, on va être dans une posture un petit peu de jugement, hein, de critique, voilà, de reproche. Quand même, tu pourrais me prévenir quand tu rentres tard. Et là, on va avoir, plutôt que déclencher l'enfant, ça peut être l'adulte qui se déclenche. Je t'ai envoyé un message. L'un parle dans l'émotion, l'autre répond dans la logique. Donc, on est dans une transaction dite croisée. L'exemple 3, l'adulte qui s'adresse à un autre adulte, au niveau professionnel, quel sera le budget? Et l'autre répond en mode parent, 800 € frais compris. Donc là,
Alors, cette phrase, je trouve qu'elle n'est pas c'est pas 800, c'est 8000. Je trouve qu'elle n'est pas elle est pas très sympa, mais en tous les cas, elle est surtout très distanciée des émotions. Donc, le fond est clair, mais la forme peut vite glisser vers la rigidité. Vous voyez à quel point c'est subtil. Dès un interlocuteur se sent rabaissé, contrôlé ou jugé, la transaction devient croisée. Et vous allez voir, on va faire référence un petit peu plus loin dans ce module à le triangle de Karpman. Rappelez-vous, la posture de sauveur, victime et bourreau. L'analyse transactionnelle permet vraiment d'expliquer tout ça, vraiment, vraiment. Donc, la transaction cachée, c'est encore la plus subtile que la transaction croisée, souvent la plus piégeuse. Elle contient deux messages simultanés, un message social visible et un message psychologique implicite. Exemple 1. Tu veux bien fermer la porte, s'il te plaît, chérie? Voyez, ma voix est plutôt assez ferme et mon regard est froid. Et la réponse, tu veux que je ferme la porte ou la fenêtre ou que tu veux que je me taise? Donc, en apparence, la demande est plutôt polie. En réel, c'est un reproche déguisé. Un exemple 2. Bon, je vais travailler ce week-end pour finir le dossier. Vous voyez, on pourrait se dire, euh, c'est un message social qui est un petit peu sous forme de l'ironie. Et l'autre qui dit, décidément, tu fais vraiment tout à la dernière minute. Et l'autre part dans le jugement. Vous voyez que euh, ce sont des choses qui ne sont pas dites clairement. C'est souvent de l'ironie, c'est souvent dans le langage verbal. Hein. C'est du style, ah ok, si je comprends bien, tu as décidé aujourd'hui de rester au calme. Sous-entendu, si j'ai bien compris, tu vas rien foutre de la journée. C'est ça que ça veut dire. Et bien entendu, si l'autre ne comprend pas le message ou qu'il interprète un message qui ne serait pas... D'ailleurs, vous allez voir que les gens qui ont très très peur du reproche, notamment les hommes hein, qui sont un petit peu plus sensibles à ça, vous pouvez parfois leur parler en adulte avec une phrase ou un mot simple et eux vont tout de suite l'interpréter dans le reproche. Et c'est vraiment important de pouvoir justement revenir à et expliquer, ah, excuse-moi, j'ai cru que, j'ai pas imaginé que ce que je te disais, tu pouvais le prendre de cette manière. Non, non, ce que je te disais, c'était vraiment sans jugement, tu peux te sentir libre. Voilà, donc là, je vous ai mis un schéma pour mieux comprendre. C'est vrai que c'est un peu complexe. Hein. Je reconnais que c'est un petit peu complexe, mais c'est assez passionnant. Ne cherchez pas à apprendre par cœur. C'est des choses que vous allez observer petit à petit sur l'expérience, sur ce que vous allez vivre en cabine. Ne cherchez pas à tout retenir, les transactions croisées, cachées. Laissez faire aussi, c'est-à-dire que vous allez sentir à un moment donné ces jeux qui se jouent. On appelle ça Eric Berne appelle ça des jeux psychologiques et on va en parler. Mais voilà, laissez-vous gagner déjà aujourd'hui dans vos conversations, déjà repérez vos propres états du moi, repérez aussi vos jeux psychologiques. Est-ce que vous avez tendance à utiliser l'ironie? Est-ce que vous avez tendance à utiliser des fois des phrases qui finalement vont créer des malentendus? Il y a des personnes qui sont vraiment spécialistes de ça. Donc voilà, essayez de repérer. Donc je vous ai mis avec tous les exemples que j'ai pris, je vous ai mis les différentes états qui s'adressent à l'autre et ceux qui a en retour. Par exemple, de nos jours, les enfants sont bel et bien euh, sont mal éduqués. Et là, on a le parent normatif qui s'adresse à l'autre parent normatif. Et là, il répond, c'était pas comme ça de notre temps. Alors, il répond pas du tout en mode adulte, hein. Il répond vraiment sur là ce qu'il attendait. Hein. Pour moi, il répond en tant que parent normatif. Où étais-tu ce matin? Je t'ai cherché. C'est l'adulte qui s'adresse à l'adulte. Et là, on a tu es de la police ou quoi? Enfant rebelle qui va déclencher le parent. Parce que c'était pas comme ça de notre temps. Je ne sais pas. Voilà, ça reste subtil pour moi. Je ne sais pas. Bah, vous me direz peut-être ce que vous en pensez quand vous regarderez le module. Euh, Quel sera le budget?
8 000 euros frais compris. Bon, là, on est dans quelque chose qui est d'adulte à adulte, qui peut être clair, qui peut entraîner la discussion, mais qui peut aussi être un peu rigide, c'est-à-dire le côté, vous savez, adulte négatif, un petit peu distancié de tout. Je dois travailler pour ce dossier ce week-end. Alors ça, c'est dit plutôt sur le ton de la plaisanterie. Ça s'adressait à l'adulte. Et finalement, c'est le parent normatif qui va s'adresser à l'enfant. Et ce qui risque de déclencher d'ailleurs de l'enfant rebelle. Est-ce que, voilà, j'espère que ça va pour vous. N'hésitez pas à revenir sur ces transactions, ces différents types de transactions, pardon, je vais y arriver, parce que c'est quand même, ça demande une gymnastique d'esprit. Voilà, c'est vraiment ça demande une gymnastique d'esprit. Mais c'est vraiment en vous habituant à repérer les états du moi intérieur et les états du moi de l'autre et de voir si l'autre répond là où vous aviez envisagé. De toute façon, dès que la communication commence à être conflictuelle ou le ton monte ou quoi que ce soit, ben c'est que déjà, on est dans dans une transaction qui n'est pas complémentaire. Vous savez, il y a des transactions complémentaires qui sont euh, parfois, enfin, vous allez voir vous pouvez le voir tous les jours dans les magasins, par exemple. Vous avez deux personnes qui se rencontrent, qui font, ah tiens, salut, ça va, ouais, ouais. Oh, dis donc, t'as vu ce temps qu'on a en ce moment? Oh, ben, m'en parle pas. T'as vu toute la pluie qui tombe depuis 15 jours? Ah, ben, avec ça, nanana. Et en fait, elles sont complètement dans une transaction complémentaire. Mais bon, on va pas se mentir, c'est quand même bien pourri. Parce que c'est pas intéressant du tout, que ça n'amène rien, si ce n'est de se rassurer soi-même sur son propre état du moi et de rassurer la relation. Donc, on va parler des jeux psychologiques, mais on va en parler un petit peu plus profondément tout à l'heure, mais je vais déjà commencer à vous les amorcer ici. Donc, les jeux psychologiques, c'est le fameux triangle dramatique de Karpman que vous allez voir à plusieurs reprises dans la formation parce qu'il est vraiment, c'est une pépite, hein, cet outil, hein. Il est souvent vulgarisé, on présente un joli petit triangle. Il est souvent vulgarisé, je le dis et je le répète, vous ne pouvez pas vous imaginer le nombre de fois où, grâce à ce triangle, j'ai réussi vraiment à, à faire comprendre à des personnes leur posture, leur fonctionnement qui était la plupart du temps figé, donc dans laquelle elles ne pouvaient avoir toujours que les mêmes réponses. Et rien qu'en expliquant le triangle de Karpman, si les gens sont prêts à bosser sur eux, je peux vous assurer que rien que ça, on peut être vraiment efficient dans ces consultations, à condition de bien maîtriser toutes les subtilités du triangle de Karpman. Donc, trois postures, le sauveur, pardon, la victime et le persécuteur ou le bourreau, selon comment vous l'appellerez. On prend un exemple, le sauveur, tu devrais vraiment te reposer, hein. Vous savez, c'est le mot aussi du thérapeute. Prenez soin de vous. Alors, moi, je rajouterais souvent, prenez soin de vous, mais pas trop, parce que prendre soin de soi, c'est bien, c'est important de prendre soin de soi. Mais prendre trop soin de soi, au bout d'un moment, on finit quand même un petit peu par rester sur notre zone de confort. Allez, c'était une parenthèse. En fait, si vous voulez avancer dans votre projet, si vous voulez, il faut prendre soin de vous, mais pas trop. Donc, je reviens à mon triangle dramatique de Cartman. Tu devrais te reposer. La victime répond, oui, mais j'ai bien trop de boulot. Donc, l'autre va répondre, bah, tu veux pas t'en sortir, c'est tout. Vous voyez, on va avoir une communication où les deux protagonistes vont ressortir frustrés, mais rassurés dans leur rôle habituel. C'est-à-dire, si je te sauve et que tu prends, tu m'aides à te sauver, ben, c'est OK. Mais si tu ne veux pas, eh bien, je vais prendre le rôle de persécuteur. En fait, j'utilise les trois places. Perpétuellement, je reste dans ces trois places. Idem pour la victime. Oui, mais j'ai trop de boulot. Tu veux pas t'en sortir, c'est tout. On peut imaginer la suite. Non, mais attends, qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que c'est facile avec la vie que je mène? Voilà, et exactement, enfin bref. Et puis, on resterait donc dans un triangle qui n'évolue pas à grand-chose. On est dans une communication qui, de toute façon, n'aboutit pas et ne permet surtout pas à la personne d'avancer.
Donc, ils sont quand même rassurés dans leur rôle habituel, hein, parce que les gens qui fonctionnent énormément là-dedans ont besoin de se rassurer. Maintenant, on va voir comment rétablir une communication saine, parce que finalement, c'est ça qui nous intéresse. Lorsqu'une communication se bloque, se tend ou s'envenime, tout simplement, c'est qu'on n'est pas forcément dans la bonne transaction. Non pas à cause du contenu, mais à cause de la forme. L'un parle depuis un état du moi, l'autre répond depuis un autre, et très vite, les lignes se croisent, les rôles se figent, et là, c'est un petit peu le bazar, faut reconnaître. En thérapie, comme dans la vie quotidienne, le premier réflexe n'est pas de mieux argumenter, mais de rétablir la circulation relationnelle. Je vais vous expliquer comment on va faire. Rétablir une communication saine, c'est ramener la relation sur un plan adulte-adulte, pourquoi pas? Là où chacun peut devenir responsable, acteur des présents, bon, ça c'est l'idéal. Mais parfois, on peut être dans une communication saine en ayant un parent nourricier et un enfant libre, par exemple. Hein, c'est pas problématique en soi. Alors, avant d'agir, on observe. Le praticien se demande, que se passe-t-il ici? Est-ce une transaction complémentaire figée où chacun reste bloqué dans son rôle? Est-ce que c'est une transaction croisée où la communication s'est coupée ou une transaction cachée où le message implicite crée le malaise? Et ça, c'est clair, hein. Une transaction cachée, c'est malaisant. C'est vraiment malaisant parce qu'on ne sait pas exactement où ça veut en venir. Vous savez, c'est comme un homme qui dirait à une femme, ça vous dit d'aller boire un verre? Hmm. Qu'est-ce qu'il y a derrière, ça vous dit d'aller boire un verre? On peut imaginer qu'il y a bien autre chose derrière cet aller boire un verre. Et une réponse qui pourrait être en lien avec la chose cachée, c'est ben non, j'ai pas soif. Alors que en fait, ce qu'elle pourrait dire, c'est non, j'ai pas envie de sortir avec toi, en fait. Vous voyez, on serait dans quelque chose qui serait beaucoup plus sain. Mais la transaction cachée crée du malaise. Donc, avant de chercher à réparer la communication, il est essentiel d'identifier ce qui se joue. Donc, par exemple, dans une situation observée, un échange répétitif, ça tourne en rond. Le type de transaction est complémentaire figé. Un parent, par exemple, qui s'adresse à un enfant, le rôle est stable, mais il y a de la dépendance. Je vous donne un exemple comme ça qui me vient. Euh, écoute, j'aimerais bien que tu ranges ta chambre tous les samedis à partir de maintenant. L'enfant va se soumettre. Oui, d'accord, je vais ranger ma chambre tous les samedis, même si en fait, à l'intérieur de moi, peut-être que je rêve d'aller faire du foot tous les samedis matins. On est dans quelque chose qui est complémentaire, mais qui est figé, qui ne donne pas la possibilité à l'enfant d'exprimer ses besoins et qui maintient le parent dans un rôle de parent normatif qui est plutôt, euh, voilà, qui lui donne du pouvoir, mais on sait bien qu'à un moment donné, ça n'ira plus. Donc le rôle est stable et il maintient la dépendance. Ensuite, quand on a une montée de ton, un malentendu, une rupture dans la communication, souvent le type de transaction est croisé. Par exemple, un adulte qui s'adresse à un enfant rebelle, il y a un mauvais état du moi qui est visé et une incompréhension. Est-ce que ça serait bien que tu ranges ta chambre tous les samedis matins? L'enfant répond, alors là, certainement pas, et puis qui claque la porte ou qui s'oppose. On est dans fermeture de la communication, il y a rupture. Le parent voulait déclencher chez l'enfant sa partie adulte et au final, il va déclencher l'enfant rebelle et ça va couper la relation. Donc, encore une fois, là, on est dans quelque chose de croisé. Peut-être qu'il aurait fallu s'exprimer un petit peu aussi autrement. Une situation, si vous avez du malaise, de l'ironie, de la blague piquante, on est purement dans du caché. C'est un double message social psychologique, ambivalence, tension non dite. Bon, bah ça, vous le sentez très vite hein, dans une conversation, surtout quand on ne connaît pas certaines personnes. Parfois, il y a des personnes qui ont suffisamment confiance en elles pour parfois démarrer une relation de cette manière. C'est très, très inconfortable. Et
Et voilà, en repérant ça, euh, moi, j'ai une stratégie qui est de faire la bébête, en fait, hein. J'aime beaucoup ça. Quand je sens que quelqu'un essaye de me dire de manière détournée quelque chose qui n'est pas très sympa, je fais la bébête et je fais celle qui prend premier de la lettre. Ce qui fait que ça décontenance un petit peu la personne en face et plus rapidement, elle revient à une posture d'adulte. Donc, si vous ressentez une fatigue relationnelle, une usure, un ton on rejoue toujours la même scène, on est dans les jeux psychologiques, parents, enfants, persécuteurs, sauveurs, et ce qui se joue, c'est le renversement des rôles. Bon, ça, on le verra un petit peu plus tard. Alors, par exemple rapide, complémentaire figé, tu devrais faire plus attention. Oui, tu as raison, je suis nul. Donc, on a le parent normatif qui va s'adresser à l'enfant soumis. La communication passe, mais elle enferme. D'accord? Mais ça passe parce que la réponse, l'enfant va donner l'accord finalement, va venir valider les propos du parent normatif. Donc, c'est assez enfermant, mais c'est complémentaire. Croisé, où étais-tu? L'autre répond, tu m'espionnes ou pas? L'adulte reçoit une réponse d'enfant rebelle, rupture de la communication. Caché, tu veux bien fermer la fenêtre, s'il te plaît? Voyez, on est dans quelque chose du style, tu commences franchement à m'agacer et le ton dit, voilà, tu m'agaces et pas j'ai froid en fait, hein, c'est pas ça que ça veut dire. Et les trois situations exigent des réponses différentes, mais ont un même objectif, ramener la parole dans le présent, dans l'ici et le maintenant, sans jeu relationnel. Et ça va être là toute la démarche à faire en tant que thérapeute et la démarche à proposer à vos clients, patients ou consultants. Donc, la deuxième étape, revenir à l'adulte. C'est la posture la plus adaptée de l'analyse transactionnelle, le retour à l'adulte. Quand vous vous sentez pris dans une émotion, une ironie, un agacement ou un jugement, posez-vous cette question intérieure. Depuis où je parle? C'est-à-dire, quelle est la partie qui parle en moi? Est-ce que c'est l'adulte qui observe les faits sans interpréter? Est-ce que je reste centré sur la réalité actuelle? Ou est-ce que je cherche une solution concrète? Exemple en thérapie, de toute façon, vous ne pouvez rien pour moi. Ça, vous allez l'entendre aussi, hein. De toute façon, je crois qu'il y a rien à faire, vous ne pourrez pas vraiment m'aider. Le thérapeute peut dire, vous semblez penser que je détiens du pouvoir. Et si on explorait ce que on peut faire ensemble maintenant? Vous voyez, dans le fait de ramener dans l'ensemble, ça c'est quelque chose qu'il faut très très souvent faire. Il ne va pas dire, mais si, je vais pouvoir faire quelque chose pour vous. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Il plonge dans le piège que le patient lui tend. Et c'est vraiment là où il est important. Alors, on pourrait aussi fermer la porte. Très bien. Si vous pensez que je ne peux rien faire pour vous, eh bien, arrêtons-nous là. Voilà, ça fera 50 euros. Au revoir, monsieur, au revoir, madame. Vous voyez, là, on fermerait la relation. Par contre, on peut dire, oh là là, mais il semblait que vous pensez que c'est moi qui détiens le pouvoir de ce que l'on va faire ici. Et si je vous propose, alors moi, je disais toujours ça. Et si je vous proposais tous les deux on se mette ensemble, tel Sherlock Holmes et son acolyte, pour explorer ensemble, faire une enquête sur ce qui a amené, sur ce qui a, voilà, mis en lumière ce problème. Et on va se mettre ensemble en équipe. On va faire un travail d'équipe. Quelque part, je viens chercher l'adulte en face de moi et en même temps un petit peu l'enfant libre. C'est si on jouait ensemble et si on était curieux et si on allait faire ensemble de la créativité. Globalement, je suis en train de lui dire, allez, viens, on va faire un dessin, on va utiliser plein de belles couleurs et je suis sûre qu'on va trouver ensemble peut-être la réponse à ton problème. Donc, ne tombez pas dans le piège du sauveur parce que c'est là où vous allez tomber le plus souvent. Un thérapeute ne se défend pas. Il va acquiescer de manière sans jugement, détaché de ses émotions. Il ne va pas se sentir visé dans ce que va dire la personne en face. Il va tout simplement dire, OK, d'accord, j'entends ce que vous dites et maintenant je vous propose autre chose. Il est fort de proposition, il cherche une solution concrète, hein, si on reprend ces trois phases, il observe les faits sans interpréter et il reste centré sur la réalité actuelle,
dans l'ici et le maintenant. Il ne va pas chercher à faire référence à ses propres blessures. Parce que si le thérapeute se dit intérieurement, ah ben voilà, encore quelqu'un qui ne me fait pas confiance, de toute façon, chez moi, on ne me fait jamais confiance, alors là, on bascule dans le contre-transfert et il n'y a plus rien qui sera opérationnel. Alors, hop. Alors, on va maintenant aller dans la troisième étape, nommer ce qui se joue. Alors ça, vous allez voir que c'est une technique qui marche très très bien aussi et donc vous allez devoir vraiment, cette technique, va falloir vraiment l'utiliser très très souvent. C'est vraiment une posture d'accompagnant et de thérapeute. Tant qu'un message implicite reste non nommé, il agit sur l'autre. Le fait de mettre des mots dessus calmement et sans accusation permet de désamorcer la tension. On peut par exemple dire à un patient qui se mettrait en colère, qui commencerait à, à s'énerver. Je sens que le ton monte, peut-être que vous avez perçu ma phrase comme un reproche. Ce n'était pas mon intention. Est-ce on peut échanger là-dessus plus calmement? Voyez, c'est pas psychanalyser l'autre, c'est simplement rendre visible le décalage et redonner à chacun la possibilité de choisir une réponse consciente. J'ai déjà utilisé cet exemple, mais peut-être je vais vous le redire, ou peut-être vous le verrez un petit peu plus tard, mais je me souviens un jour d'avoir eu une femme enceinte à l'époque où je faisais encore des arrêts du tabac en hypnose, et elle était devant moi et elle levait les yeux au ciel. À chaque fois que je lui posais une question, elle levait le ciel parce qu'elle, elle était persuadée qu'elle allait venir, que j'allais faire mon truc, comme souvent les gens me disaient, allez, faites votre truc, que j'arrête de fumer. Des fois c'était pas simple quand, quand les personnes disaient ça, parce que c'était vraiment, je ne prends aucune responsabilité, je vous donne tout le pouvoir, et si ça échoue, eh bien, ça ne sera pas de ma faute, mais de la vôtre. Et c'est courant dans les problèmes d'addictifs, puisque les gens ont une peur, c'est-à-dire que souvent il y a un enfant qui se cache derrière ça, c'est parce que la peur est là. Et notamment, c'était le cas de chez cette personne, qui était une femme enceinte de 4 ou 5 mois et qui fumait encore. Et ce qui se passait en elle était très difficile certainement à assumer, puisqu'elle continuait à fumer alors qu'elle était enceinte. Et à chaque fois que j'allais chercher à l'intérieur d'elle ce qui se passait en termes de ressenti, elle levait les yeux au ciel et elle me disait toujours, et je comprends même pas ce que j'ai à vous répondre, mais j'ai rien à vous répondre. Et vraiment, elle se fâchait. Et au bout d'un moment, j'ai posé les choses. J'ai dit, écoutez, vous êtes agacé et moi-même, je commence à ressentir de l'agacement. Vous voyez, même si je parle d'émotion, je reste en forme adulte puisque je tiens à distance l'émotion de l'agacement. C'est-à-dire, je peux le décrire, le nommer et pour autant le maintenir à distance.
Et je lui dis, écoutez, ce que je vous propose là maintenant, et voilà, je fais source de proposition, je trouve une solution. Je lui ai proposé, c'est tout simplement qu'on s'arrête là pour aujourd'hui parce que je sens que je ne suis pas, je n'ai pas je ne suis pas le type de thérapeute que vous recherchez. Et je vous propose de s'arrêter là. Ne vous inquiétez pas, rien ne sera dû pour vous. Je vais vous orienter vers un de mes collègues. Eh bien, le fait de nommer l'agacement, de nommer, peut-être à ce moment-là, j'étais pas encore où j'en suis aujourd'hui, mais peut-être que j'aurais dû nommer, je sens que c'est très difficile pour vous cette séance, peut-être qu'il se joue pour vous, peut-être beaucoup de culpabilité dans ce que vous ressentez. Euh, Peut-être que si j'avais réussi à nommer davantage, mais en tous les cas, j'avais au moins nommé dans ce qui se passait là, de factuel en fait, hein. Au moment où on s'est levé pour que je puisse aller chercher les coordonnées de mon collègue pour lui donner, on s'est rapproché du bureau, à ce moment-là, sa posture a changé et elle est venue répondre à toutes les questions que je lui avais posées depuis le début. Et là, à ce moment-là, je m'adresse à elle, je dis, voyez, regardez, c'est exactement ce que je vous demandais tout à l'heure. Vous êtes en train de me livrer toutes les réponses que je vous ai posées tout à l'heure. Vous voyez que vous les aviez les réponses. Simplement, dans ce fauteuil, assis dans ce fauteuil, vous étiez certainement trop mal. J'ai dit par contre, on ne va pas reprendre la séance parce que c'est assez épuisant. Il faut savoir s'écouter. Moi, je dis voilà, c'est un peu épuisant et c'est toujours un petit peu malmenant pour nous, enfin pour moi, thérapeute à ce moment-là. Et je vous oriente vraiment vers mon collègue qui sera peut-être plus euh, droit au but dans sa manière de faire de l'hypnose. Moi, j'ai besoin de connaître votre histoire, j'ai besoin de connaître qui vous êtes, c'est ma façon de faire. Et je pense que ce n'est pas ce que vous recherchiez. Et de ce fait, euh, on a pu se séparer dans des états du moi complémentaires, d'adulte à adulte. Et je pense que cette personne, même si, bien entendu, il y a dû y avoir une forme de frustration, pour moi aussi, bien entendu, mais en tous les cas, on est parti et il n'y avait pas d'émotion au moment où on est parti, où elle est partie. Et je l'ai senti apaisée et moi j'étais apaisée et j'ai pu beaucoup plus facilement passer à autre chose que si on était terminé sur une communication interrompue. Voilà. Bon, c'était l'exemple. Je voulais peut-être, parce que des exemples, il y en aurait plein dans une carrière, hein, en ayant accompagné autant de personnes, mais il y en a qui marquent. Voilà. Il y en a qui marquent plus que d'autres et c'est souvent ceux-là que je nomme. Ensuite, la quatrième étape, ben, on va reformuler factuellement. Nous avons un atelier ensemble là-dessus sur la reformulation, puisque c'est vraiment la base de la relation d'aide. Donc ici, on le voit de manière un petit peu succincte, mais sachez que c'est travaillé de manière plus approfondie. Donc, l'adulte ne parle pas pour avoir raison, il parle pour clarifier. Ça aussi, hein, cette phrase-là, ah, il y a des fois, je vous assure qu'il y a tout un cours qui pourrait se résumer en une phrase. Et d'ailleurs, c'est vraiment un exercice à faire même pour votre spécialité, hein. Une reformulation simple, factuelle, suffit souvent à rétablir la communication. On va prendre l'exemple du dossier. Tu m'as toujours pas rendu le dossier, je ne sais plus comment c'était la phrase. Si c'est pris par l'enfant rebelle, non mais attendez, tu es en train de sous-entendre là que j'ai pas fait le travail, j'ai pas bossé comme il fallait, j'en ai marre. Tu crois que je peux faire tout en même temps? Et la réponse pour pouvoir revenir dans une communication saine serait, ce que je voulais dire, c'est que le dossier n'a pas été encore transmis et non pas que tu avais mal fait ton travail. Voyez, dans cette simple phrase, on vient reformuler ce qui aurait pu être interprété comme un reproche, alors qu'on était tout simplement dans quelque chose de factuel. La reformulation remet les mots dans leur cadre neutre et évite que la conversation glisse sur le terrain émotionnel. Voilà. La cinquième étape, réengager l'autre dans sa responsabilité. Ça, c'est hyper important aussi. Une communication saine, c'est une communication réciproque. Il ne s'agit pas de parler juste tout seul, mais d'inviter l'autre à retrouver son adulte également. Alors là, on est vraiment dans le cœur, hein, vraiment le cœur de la psychothérapie.
Quand tu dis que tu te sens impuissante, que pourrais-tu mettre en place concrètement cette semaine pour reprendre un peu de pouvoir sur la situation? Hein. On est pile poil dans les exercices de reformulation aussi et euh, de thérapie aussi, orientée solution. Là, on peut vraiment faire du lien avec les thérapies orientées solution. Tiens, là, en ce moment, tu te sens comme ça. Et de quoi tu aurais besoin ou qu'est-ce qui t'aiderait justement à pouvoir aller vers ton changement de statut, hein? Parce que c'est ça, hein, c'est un statut. On passe d'un statut d'impuissant à je reprends un petit peu de pouvoir. Le praticien ne sauve pas, il redirige la responsabilité vers le client en lui montrant qu'il a des ressources. Bon, alors là, clairement, c'est de l'analyse transactionnelle, mais on est vraiment pile poil dans les thérapies brèves, pile poil dans les thérapies orientées solutions, les thérapies stratégiques. Et puis la 6e étape, sortir du triangle dramatique de Cartman. Quand la communication tourne au jeu psychologique, le triangle qui va nommer les sauveurs, victimes, persécuteurs. Moi, je dis souvent bourreau plus que persécuteur. Le sauveur veut réparer, il renforce la victime. Le persécuteur veut avoir raison, il alimente la révolte. Et la victime veut être entendue, mais elle reste passive. La sortie, passer du rôle à la responsabilité. Plutôt que de te plaindre de ce que ton conjoint ne fait pas, qu'est-ce que tu pourrais faire pour toi pour que la situation change, même un tout petit peu? Comment tu pourrais t'adresser à lui différemment de, de ce que tu fais habituellement? Peut-être que c'est ton mode de communication qui ne fonctionne pas. Aller chercher la posture adulte à adulte, c'est ce qui restaure l'équilibre et l'autonomie. Alors, la 7e étape, valider et clôturer calmement. Une fois que la communication est rétablie, le praticien valide le changement de registre. Tu vois comme c'est clair quand tu parles depuis ton besoin plutôt que depuis ta colère. On peut entendre ton message sans tension. Le fait de valider euh, en, en séance, de valider ce que vient dire une personne à un moment donné où vous sentez qu'elle a vraiment fait un effort, elle est passée à quelque chose de différent, c'est vraiment un moyen de la guider pour le coup. Et ça permet effectivement de continuer soit la conversation, soit de clôturer. Valider, c'est renforcer la conscience de ce qui vient d'être réparé. Ça ancre la progression et ça favorise l'auto-observation future du client. C'est-à-dire que si la personne se saisit de tout ça, elle va pouvoir rapidement être autonome sur certains points, en tous les cas. Donc, je vous ai mis ici les différentes étapes. Identifier, revenir à l'adulte, nommer, reformuler, responsabiliser, valider, pour que vous puissiez avoir un petit résumé. En conclusion, une communication saine, ce n'est pas bien parler, bien s'exprimer. C'est parler depuis le bon endroit. C'est reconnaître que chaque échange peut réveiller en nous une part blessée, mais aussi en l'autre. Ça peut réveiller une part critique ou rationnelle. Et il faut choisir consciemment comment la ramener vers l'état adulte. La posture de l'adulte, c'est celle qui entend, qui observe et qui choisit. C'est à ce niveau que la relation devient thérapeutique. Donc, je vous ai remis aussi en thérapie, comprendre d'où parle le client, repérer quelle partie de lui s'exprime et réinstaurer une communication adulte-adulte. Voilà, on reprend l'exemple, vous ne pouvez rien pour moi, vous semblez penser que je détiens le pouvoir, et si on regardait comment on peut reprendre tout ça. Je vous ai remis aussi une petite synthèse visuelle. En fait, les relations complémentaires, ce sont des flèches euh, qui sont parallèles, hein. Un adulte qui s'adresse à un adulte qui répond en tant qu'adulte, on est dans quelque chose de parallèle. Croiser, les flèches sont croisées. Si je suis adulte, que je m'adresse à l'adulte et que l'autre me répond en enfant vers le parent, ben, ça se croise tout simplement. Et caché, ce sont des messages doubles, c'est-à-dire que en fait, il y a une intention et cette intention n'est pas validée de la même manière dans la façon dont on va l'exprimer. Et c'est là où on va rentrer de ce fait dans les jeux psychologiques. Voilà. Berne disait que comprendre les transactions, c'est voir sous la surface de la conversation. On ne cherche plus ce qui est dit, mais depuis où c'est dit et à qui
ça s'adresse dans l'autre. L'objectif n'est pas de parler mieux, mais de parler juste depuis son adulte vers l'adulte de l'autre. Les mots appartiennent au langage, mais la transaction révèle de la relation.